Bonjour. J'ai laissé quelque temps à Laure pour aller chercher les derniers auditeurs qui seraient en train de venir. Merci beaucoup pour votre patience. C'est quand même très impressionnant d'être dans cet hémicycle. Et puis en si belle compagnie, je dois dire. Je suis très honorée de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce panel sur la scène artistique du Proche-Orient, sous l'angle de la résistance, et la résistance grâce à des acteurs privés, fondations, galeries, artistes. Cette présentation se fera essentiellement en français, mais on peut avoir certains intervenants qui pourront également se prononcer en anglais. Je voulais aussi remercier évidemment la Ménart et Laure D'Hauteville pour avoir organisé cette table ronde, et avec Salaire Barakat qui ont imaginé le contenu. Mentionner que la table ronde est faite avec le Master Expertise et Marché de l'Art de Sorbonne Université, et enfin que l'Institut du monde arabe, que je représente ici, nous soutient dans cette présentation. Je me présente, Nathalie Bondil, je suis directrice du musée et des expositions de l'Institut du monde arabe, et je suis absolument honorée d'être dans cette nouvelle édition de la Médard Fair, parce que nous croyons que les talents sont très nombreux et qu'ils doivent être soutenus, que ce soit par le public et les publics. Alors, cette table ronde va se présenter sous la forme suivante, c'est-à-dire que nous allons d'abord inviter chacun des intervenants que je vais vous présenter à vous faire le point sur leurs actions, leurs activités. Ce sont des représentants importants, voire éminents de la scène privée du Moyen-Orient. Et pour commencer, j'ai le grand plaisir d'inviter Salaire Barakat. Alors Salaire Barakat, merci de se joindre à moi. Alors évidemment, tout le monde collait Salaire parce que c'est un des très très grands galeristes de Beyrouth. La scène de Beyrouth est très connue pour les femmes galeristes qui ont été des pionnières exceptionnelles, mais il y a aussi des hommes, il ne faut pas l'oublier. Et Salaire fait partie de ces remarquables promoteurs de la scène libanaise et au-delà. Juste pour faire un petit résumé de qui est Salaire Barakat pour ceux qui ne le connaîtraient pas. En fait, c'est un galeriste qui est spécialisé dans l'art et moderne et contemporain, du monde arabe, bien entendu, essentiellement du Proche-Orient. Il a fondé sa galerie en 2016, que je vous invite à visiter, où il présente un programme très important d'événements et d'expositions. Il a également curaté, comme on dit, des expositions incluant The Road to Peace en 2009 à la Beyrouth Art Center. Il a aussi fait une rétrospective de Salwa Raouda Chouker, immense artiste, de Rafik Aboud, que nous avons le bonheur de représenter dans la collection de l'Institut du monde arabe grâce à notre ami commun Claude Lemans. Également de Michel Basbous, etc. C'est un artiste... Salaire a aussi curaté plusieurs pavillons nationaux pour le Liban, notamment à la 52e Biennale de Venise. Et enfin, il a aussi organisé l'exposition itinérante sur les Mediterranean Crossroads, en collaboration avec Martina Cornati. Enfin, il est régulièrement invité à prononcer des conférences à l'University de Princeton, au Metropolitan Museum of Art, au British Museum, à Critics Education in Dubai, et récemment aussi à Alba. Salaire est sur le Steering Committee du Art Center of the American University of Beirut, et il a également fondé, il participe au comité de la fondation de la Saradar Collection. En ce moment, enfin, et pour conclure, il est sur le conseil du board de l'école d'architecture et de design de l'université américaine du Liban. En 2006, il a été nommé Yale World Fellow. Alors, j'ai le grand plaisir de laisser Salaire vous présenter sa vision d'un Beyrouth
plus dynamique que Jalbé, malgré tout. Merci Saler, parce que c'est vraiment toi qui as eu l'idée avec Laure de cette thématique. Merci Nathalie. C'est un privilège et un honneur d'être ici aujourd'hui. Et en fait, ça ne va pas être à propos de moi. On va parler quelque part je vais faire un petit aperçu de ce qui se passe au Liban, mais en fait, avec toute l'admiration qu'on a aujourd'hui de ce qui se passe dans les pays du Golfe, aux Émirats, en Arabie Saoudite, et toute cette effervescence où on a un État central, puissant, riche, qui s'investit dans la culture et qui est vraiment intéressé par la culture. J'ai senti qu'il fallait absolument qu'on fasse un autre panel pour les pays du Levant, où il y a une dynamique qui est absolument contraire à ce qui se passe dans les pays du Golfe, malheureusement. Donc, on est en présence d'un État en état d'effondrement total, des gouvernements corrompus vraiment à un stade inégalé avant. Et pas seulement ils ne sont pas intéressés par la culture et ils ne veulent pas s'investir dans la culture, mais plutôt ils sont carrément investis dans l'obscurantisme, je dirais. Dans le cas du Liban, par exemple, et dans les 3 derniers gouvernements, le côté obscurantisme du pays insistait à avoir le ministère de la Culture parce qu'il y avait l'intention de changer un peu cette culture plurielle, ouverte, dont le Liban était connu pour. Et là, notre ministre de la Culture vient de censurer un film comme Barbie, alors que Beyrouth était connu pour montrer les films qu'on n'arrivait pas à montrer à l'étranger. Il voulait la censurer. Bien sûr, il y a une résistance intérieure et on a réussi quand même à imposer que le film soit montré dans les salles libanaises. Mais c'est juste pour vous montrer en fait que ce qui se passe au niveau de la scène artistique, il est complètement poussé par la société civile et que malheureusement, contrairement à ce qui se passe dans les pays du Golfe, toute la dynamique se passe d'en bas vers le haut. Donc, je voulais juste parler de Beyrouth et mes collègues vont chacun parler de son côté de qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ces pays qui sont en effondrement. Qu'est-ce qu'on fait pour défendre un peu notre identité culturelle et notre besoin d'imposer nos idées à nous, notre liberté d'expression et de pouvoir imaginer le monde comme on l'aime. Donc, après l'explosion d'août 2020, la quasi-totalité de Beyrouth a été vraiment détruite. Juste à titre d'exemple, ma galerie a été partiellement détruite et un de mes plus proches collaborateurs a été tué par l'explosion. Et la majorité des Beyrouthins étaient dans la même situation. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'est pas là pour parler de cette tragédie, mais pour parler quelque part de l'état d'esprit qu'on a pris pour résister et continuer et aller au-delà. Et 3 ans après, je suis très fier quelque part de dire que la scène artistique à Beyrouth est bien foisonnante. Ce n'est certainement pas un signe d'abondance, je tiens à le dire, c'est plus de la résistance et de la résistance vraiment qu'on fait nous-mêmes de nos propres moyens à notre propre échelle. Donc voilà, le Beyrouth Art Center, après une année de fermeture, il a réouvert. Donc c'est un centre très important. Je vais parler seulement des institutions publiques, pas des galeries privées qui ont tous, eux, reconstruit et continué à faire le travail. Vous pouvez voir à Ménard 13 galeries libanaises. C'est génial. Mais ici, j'aimerais bien parler de ces institutions qui sont pour tout le monde, mais qui sont
vraiment du secteur privé. Donc le Beyrouth Art Center, une initiative très importante. Ashkal Alwan, qui a déménagé dans un nouvel espace et qui a maintenant, qui va commencer son homework, qui est une plateforme internationale qui va reprendre pour la première fois depuis 2019. Zoukak, qui est une institution spécialisée. Il y a juste le PowerPoint ne fonctionne pas. Est-ce que ça s'est arrêté juste à l'instant? Depuis le début? Vous n'avez pas dû le rebrancher? Ah. Ok. On a besoin d'aide. La personne qui... Je suis descendu tout à l'heure et elle s'était débranchée, je m'inquiétais, je pensais que vous alliez le rebrancher. C'est pas grave, on est au début. C'est Marion. Donc voilà, peut-être en attendant la situation donc, dans les pays du Levant, donc que ce soit le Liban, la Syrie, l'Irak et la Palestine, vous allez voir aujourd'hui comment dans une situation très complexe, la société civile est en train de vraiment essayer de défendre leur héritage culturel au mieux de ce qu'ils peuvent faire. Donc, je parlais du Beyrouth Art Center, qui est un espace pour l'art contemporain. Ashkal Alwan, qui est vraiment une association qui s'intéresse à tout ce qui est art contemporain et pratique contemporaine. Il déménage dans un nouvel espace il y a 1 an et il reprend ses activités au niveau de Homeworks, qui est vraiment un colloque très important à l'international et qui, depuis 2019, va être pour la première fois à nouveau en février 2024. Alors, Zoukak est une association qui s'intéresse au théâtre underground. Ils ont repris un espace qui a été complètement détruit et qu'ils ont refait, et ils reprennent tout ce qui est théâtre expérimental et musique underground. Il y a la Mina Image Center qui est vraiment genre à 200 mètres de l'explosion, qui a été complètement détruit. On voit ici, il a été complètement refait et il a repris ses activités. Il est spécialisé dans la photo. Le musée Sursault, qui est quelque part le grand musée municipal, aussi absolument défoncé par l'explosion. Vous voyez ici une photo que j'ai prise pour l'inauguration de cet espace 3 ans après. Il n'a aucun moyen. Le budget du musée Sursault est en livres libanaises qui s'est effondré. Elle est passée de 1500 livres pour le dollar à 100 000. Donc imaginez que son budget a été divisé par 10. Mais malgré ça, il y a vraiment beaucoup de soutien et de solidarité de la part de tous les Libanais et beaucoup d'institutions internationales qui nous ont aidés à reconstruire cet espace assez magnifique et qu'il reprenne son travail. Alors, une autre initiative, on aurait cru qu'elle va tomber à l'eau, c'est une initiative qui s'appelle la Beyrouth Museum of Art, qui est censée être en face du musée national. Et malgré tout et contre tout, ce projet continue. Il est passé maintenant à un état de travail interne où on est en train de restaurer la collection nationale de l'État libanais qui laisse tout pourrir. Donc on a fait un genre de parrainage avec le gouvernement pour prendre cette collection et la restaurer et faire un travail de recherche tout autour pour que espérons dans 5 ans, quand les choses vont reprendre et que ce musée va être construit, son programme académique va être prêt. Ça, c'est Dar el-Nemr, aussi une institution qui veut défendre un peu tout ce qui est autour de l'art palestinien de la diaspora. Ça, c'est la Arab Image Foundation qui aussi, c'est une photo d'un espace
qui n'a pas été encore inauguré. Il va être inauguré dans un mois. Et donc, il passe dans un nouvel espace après l'explosion de l'ancien, la destruction de l'ancien espace. On est très fiers de dire que malgré tout aussi, on a continué à travailler sur la fondation Salwa Rawda Shair pour avoir son musée à elle, à Ras El Matan, qui va être inauguré le 24 juin 2024. La Dalloul Art Foundation, qui est une des, sinon peut-être la plus grande collection d'art arabe dans le monde, et qui continue son travail en décidant de s'investir à partir de cette année dans la parution d'un ouvrage autour de la collection, mais surtout aussi d'un documentaire qu'ils sont en train de faire avec Netflix à propos de l'idée du rôle du collectionneur aujourd'hui dans la préservation du patrimoine. La Charles Colm Foundation, donc là, c'est le premier immeuble qui a été quelque part le gratte-ciel de Beyrouth en 1927, complètement retapé, flambant neuf, un endroit assez exceptionnel avec du mobilier de Marcel Breuillère qui a été vraiment restauré très très bien pour devenir aussi un espace culturel qui s'intéresse particulièrement à la poésie puisque Charles Colm était un grand poète. Il y a des initiatives aussi, pas seulement au niveau central. La Hammana Artist House est une initiative d'Aurélien Zouki qui transforme une maison assez magnifique dans un village au fin fond de la montagne libanaise, qu'il transforme en une résidence d'artistes, qui fait un festival annuel remarquable. Tout ça vraiment avec des fonds très personnels. Le musée de l'Eyyoubi qui passe à une étape que je trouve assez intéressante, particulièrement pour le Liban, c'est le troisième plus ancien musée dans le monde arabe, mais qui est dans l'archéologie et l'art ancien, et qui maintenant, avec un nouveau curateur, décide d'investir les lieux avec des artistes contemporains qui font un travail avec l'art ancien, donc qui font un travail inspiré. Et quelque part, on voit dans la photo à droite en haut une artiste très contemporaine qui fait un certain parallélisme. Et ça a donné à cette institution vraiment un souffle très nouveau et des visiteurs très jeunes. Anna Bosbous, qui pendant le Covid, au lieu de ne rien faire, il décide avec l'argent qui a été séquestré dans les banques. Donc il y a eu une période où cet argent qui a été complètement pillé. Il faut dire que malheureusement toutes les épargnes des Libanais ont été séquestrées par les banques. Mais il y avait un moyen de payer à travers des chèques avec des livres libanaises. Donc il trouve un moyen de créer un espace, un atelier magnifique pour vraiment pouvoir montrer des sculptures monumentales dans cet esprit qu'on a envie d'exporter dans le monde. Ça, c'est aussi une partie de cet atelier qui est aussi un cimetière ancien de pierre, donc que l'artiste a travaillé comme un land art et qui est absolument... il faut visiter si vous venez au Liban. Ça, c'est une première que je suis en train de vous annoncer dans Oscar Niemeyer, la deuxième plus grande exploit architectural qu'il a fait après Brasilia et au nord Liban, dans la ville de Tripoli. Il y a un vestige absolument magnifique, mais qui est dans un état de déséitude totale. Et là, il y a une initiative par 2 personnes qui vont en fait rénover cet amphithéâtre très innovateur, très avant-gardiste, pour l'utiliser pour faire des concerts d'opéra, etc., en plein ville de Tripoli, qui est une ville connue par son côté très conservateur. Mais il y a aussi les gens à Tripoli qui veulent
garder cette ouverture. Donc ça, c'est aussi en 2024, ça va être vraiment quelque chose de très bien. Beit Tabaris est aussi une maison personnelle dont la propriétaire a décidé de transformer en une résidence d'artistes spécialisée dans la musique classique. Donc, où on fait des masterclass de musique classique. Quand même, malgré tout et malgré toute la crise, Beyrouth continue à produire 2 magazines spécialisés dans l'art, Sélection et Galerie Magazine. Il y a pratiquement le monde arabe entier peut-être fait 5 ou 6 magazines. 2 sont toujours en train de sortir à Beyrouth malgré tout. Et voilà une nouvelle initiative par l'agenda culturel. Donc, c'est une agenda qui mentionne toutes les activités culturelles à Beyrouth, qui a décidé de continuer son travail, d'aller au-delà pour créer des cartes, des cartographies pour tout ce qui est wineries, donc des producteurs de vin, des guest house, des musées, mais aussi ils se sont agrandis pour pouvoir avoir des moyens en faisant une agenda culturelle pour tout le Moyen-Orient qui s'appelle MIM. Donc voilà, je finis avec 2 dernières initiatives. Le We Design Beyrouth, donc quelque part donc du 27 au 30 octobre ouvre toute la ville de Beyrouth pour le design avec plein de personnages de l'étranger qui viennent. Une initiative qui s'appelle Ready Hand, qui a déjà il a couvert 520 artisans au Liban pour montrer combien encore l'artisanat est créatif et capable de faire des choses magnifiques. Et la dernière chose que je n'ai pas ajoutée, Metropolis, qui est une institution spécialisée dans le cinéma, pas commercial, cinéma d'art et essai, finalement, et dans ces conditions absolument moroses, a réussi à trouver les fonds pour construire un cinéma à lui et qui va être ouvert d'ici 1 an pour montrer un peu le cinéma underground ou le cinéma pas commercial. Donc voilà, merci. C'est un petit aperçu, il n'est pas compréhensif, probablement j'ai oublié beaucoup de choses, mais ça vous permet de voir un peu cette dynamique qui n'a aucun soutien de l'État, aucun sou de l'État, peut-être quelques fonds de l'étranger, mais surtout beaucoup de croyances personnelles qu'on veut continuer à défendre cette identité multiconfessionnelle, multiethnique, plurielle à laquelle on croit. Merci beaucoup, Saler. D'ailleurs, la Ménard Fair donc, a aussi des liens tellement forts avec Beyrouth, puisque c'est là donc, qu'elle a vécu et on voit bien comment donc, elle renaît ici et elle continue et elle grandit. Merci beaucoup. Donc, Saler est un témoin et un acteur absolument incontournable de la scène beyroutine. Maintenant, nous allons passer donc, vers l'Irak et aussi un peu vers la Jordanie. Puisque donc, nous avons le plaisir donc, de rencontrer et pour ma part de connaître donc, monsieur donc, Hassanain Ibrahimi. Donc, alors, juste, donc, Al-Ibrahimi donc, est le fondateur donc, de la collection du même nom. Et je l'invite donc, à venir avec sa fille, hein, qui aussi s'occupe de la collection et de la fondation, Maha. Donc, qui parle très bien français et donc qui va pouvoir donc, nous présenter l'œuvre de son papa. Alors, juste quelques mots. Si vous allez sur le site de la fondation, donc, qui est tout à fait remarquable, je le lis. As is part of my being, I've been always drawn to fabulous painters that were able to bring my culture to life with a piece of canvas, a few brushes and some paint. My fascination and passion for the arts, and particularly the art of painting, developed into what I would like to pursue in life as a collector, protector, and developer of the arts. It was an urge and a motivating source of tranquility, beauty, and knowledge.
Donc vous avez un statement extrêmement touchant, émouvant, donc d'une personne qui a réussi donc à faire une collection tout à fait remarquable et avec une volonté déontologique aussi donc dans la documentation et dans la collecte que l'on doit souligner. Je veux mentionner aussi que dans le conseil de la Fondation, donc, il y a aussi donc, Nada Chabout, que vous connaissez très bien, professeure donc, à l'Université du Texas, également donc, grande promotrice donc, de l'art de cette région du monde. Il y a également donc, Dia Azaoui, immense artiste parmi d'autres, qui soutiennent cette collection. Pour sa part, en fait, comment est née donc, cette fondation? Eh bien, donc, la collection donc, Ibrahimi donc, est consacrée donc, à l'art irakien. Donc, c'est une collection privée qui est basée à Amman, en Jordanie, mais également à Bagdad. Et donc, elle a été fondée par cet homme d'affaires et médecin, un docteur, ça m'intéresse, donc, qui a réussi donc, dans le domaine de tout ce qui était équipement médical. Et c'est ainsi donc, qu'il a réussi, donc, après 30 ans de travail, à créer cette fondation que Maha va vous présenter. Merci. Maha, à toi la parole. Bonjour à tous. Je vais vous présenter Ibrahimi Collection. Donc, on concentre sur la collecte et la documentation, la publication et la promotion des œuvres d'art irakiennes, et afin de préserver la riche patrimoine perdu de l'art irakien. Le moment provocateur qui a suscité l'idée de transformer la collection privée à une collection systématiquement étudiée et essayer de construire une collection de musées a eu lieu lorsque la destruction des institutions artistiques et culturelles en Irak à cause de la destruction, à cause de l'occupation américaine en Irak en avril 2003 et après 2014 aussi, après la destruction du patrimoine historique, culturel et artistique aux mains de Daesh. Donc les deux établissements où il y a les salles d'expo de nos œuvres d'art à Amman et Jordanie, on a déduit un espace de 1500 mètres carrés à Amman et 800 mètres carrés à Bagdad. Et donc, vous trouvez dans notre collection des œuvres d'art des plus de 300 artistes irakiens et qui représentent la majorité de la scène d'art irakien. Et aussi, la majorité de ces artistes, ils sont nés entre les années 1940 et 1960, époque à laquelle le mouvement irakien a commencé et s'est épanoui. Aussi, on a plus de 2000 œuvres d'art, entre les tableaux, les peintres, sculptures, céramiques, artbooks, video art, etc. Et les majorités de nos œuvres d'art ont été créées entre 1930 et 1990. Aussi, en plus de l'acquérir des tableaux et des œuvres d'art, nous travaillons à photographier, documenter, archiver et authentifier les œuvres d'art acquises par Ibrahimi Collection. Nous promouvons aussi Ibrahimi Collection en tant qu'initiative qui préserve le patrimoine perdu de l'Irak et aussi renforcer la position de l'art moderne irakien. Aussi, nous entretenons, enrichissons et développons régulièrement les archives et la bibliothèque d'art, tels que des livres, des dépliants, brochures, articles, journaux, magazines, qui ont atteint plus de 2200 publications. Et donc, nous avons présenté nos œuvres
d'art dans les salles des premières collections à Amman et à Bagdad par ordre chronologique. Et ça commence avec les artistes qui ont servi dans l'Empire ottoman. Et nous avons aussi également organisé les œuvres selon les groupes artistiques qui ont commencé début de 1940. Donc du groupe des Amis de l'Art au groupe des pionniers, la Société primitive, puis le groupe de Bagdad pour l'art moderne et le groupe des impressionnistes. Et pour le 1960, il y avait des groupes comme groupe des innovateurs, groupe Corner ou groupe Au Coin et groupe Nouvelle Vision. Et à Bagdad, nous avons dédié un espace d'art d'environ 800 mètres carrés pour la collection au nom de E1 Art Space, Link Art Space, dont l'ouverture est prévue fin 2023. On va débuter les saisons culturelles et artistiques trimestrielles. Et aussi, on a une bibliothèque d'archives qui a environ 800 publications. Et nous collaborons avec notre entité sœur, qui est E1 Link Art Space, pour lancer des publications numériques sur divers sujets. Et pour le moment, on travaille sur le sujet de adhérents ou résistants, malheur pendant les jours d'assaut. On a aussi un site web qui contient plus de 1250 de nos œuvres d'art et des biographies de plus de 255 artistes irakiens, 160 photos anciennes et 400 vidéos qu'on a collectées. Et ils sont toutes consacrées à l'art irakien. Aussi, nous avons recherché et édité ces biographies et toujours on continue à les améliorer. Et ce site web est disponible en arabe et en anglais. Aussi, nous sommes présents sur Facebook, qui est en arabe, et Instagram en anglais. Et on a une chaîne sur YouTube qui a à peu près 80 vidéos. Et c'est juste pour promouvoir l'art irakien et sensibiliser les jeunes à l'importance et à la vitalité de l'art dans la vie. Et aussi, nous écrivons, éditons et concevons et publions un livre encyclopédique de 5 volumes en arabe sur notre collection et l'art irakien, et aussi qui documente notre expérience dans la gestion d'une collection privée. Les premiers et deuxièmes volumes ont été publiés. Un exemple ici. Oui. Alors, le premier, et ça c'est la deuxième. Bravo. Et le troisième est en cours de finalisation et impression. Aussi, on travaille avec Skira pour publier la version anglaise, mais ça va présenter juste une sélection de notre collection. Et ça va être distribué fin 2023 aussi. Et nous collaborons avec la famille de l'artiste Jawad Selim et aussi avec la famille de l'artiste Shaka Hassan Al-Saïd pour publier ces catalogues raisonnés. Aussi, nous avons prêté des œuvres d'art et archives physiquement et numériquement à des expositions et événements qui incluaient l'expérience artistique irakienne. Et on va faire ça aussi à l'avenir. On fait partie de l'équipe de Mako e-Magazine qui est gérée par l'artiste Dia Azawi. Et ils ont déjà publié 12 éditions.
Et c'est juste pour documenter et archiver l'art moderne irakien. Aussi, on travaille sur un point crucial pour nous qui nous avons établi, et c'est notre méthodologie de documentation et d'authentification des œuvres d'art. Et nous attribuons certains points à chaque étape que nous effectuons. Et des exemples pour cette étape d'authentification consistent de consulter et examiner l'opinion des experts bien connus sur l'art irakien et la famille et l'état de l'artiste. Et normalement, nous délivrer des certificats d'authentification pour ces œuvres d'art. Et avec la création d'une base de données d'archives pour chaque artiste irakien, ça nous aide à la recherche et à l'étude de son style et de son travail trouvé dans leurs publications, des photos ou des vidéos. Et c'est très important également de retracer et documenter la provenance de chaque œuvre d'art. Et maintenant, je vais laisser mon père parler. Merci beaucoup. Wow. Of course, doctor. Thank you. Thank you. Yeah. Does it work? We're perfect. Thank you. I will talk a brief about the collection. Thank you. First, thank you for Mina Art for having this opportunity in this glorious place. This gives a lot of inspiration and courage indeed to continue our mission in Iraq. What we did, it looks very little and very basic indeed. If you compare it with so many achievements have been done in other countries in the region, like Turkey, for example, Lebanon, and so on. But in Iraq, we started from scratch, unfortunately. We started after 2003 from zero, or maybe sub-zero, because everything had been vandalized, sabotaged, and destroyed. So we started from sub-zero to build up what we can build in regard of the art, in regard of the archive, and building the memory again. Unfortunately, all the official and the public foundations have been destroyed, and the restructure had been done after 2003 was not competent enough, as you know, or maybe as you are aware, to look after the culture and look after the modern art, because they have so many other priorities. And we understand that. So we, as a private sector and as a company, part of the business world, we took the initiative to express our social contribution toward our community as well as toward the Arab world. So this is what we did, and we will continue. And it means something for me that Maha doing this presentation instead of me, because she is the second generation, and we would like her to continue this journey after me and grow it, enlarge it, and make it more stable. So thank you very much for this opportunity. Well, it's our honor to welcome you. I just want you to comment some works. Well, there were so many, so I found some I like especially. So maybe you can comment, because I was rather impressed by the fact that you have very, very early
Iraqi modern art, which is rare. It's absolutely precious. So this is some example. Yes, this is on the right side. This is for Hafid Durubi, for example. Hafid Durubi have been graduated in the 40s from Rome. He studied the art in the Academy of Belle Art in Rome with other Iraqi artists. And he returned in Iraq and started to take the initiative with Jawad Salim, Shakir Hassan al-Sa'id, and Faiq Hassan, whom they were the first pioneers. Hafid Durubi have been influenced by the Futurism somehow, and the Cubism, and the Impressionism. And then he collected all this influence in one, I would say, pool, and he created his own style. So in this geometric artwork, you will find the bright colors of the Futurism, the dynamic movements and of the Futurism, the impression and the lighting, and how he distributed on the surface of the canvas. The second abstract artworks is one of the rare artworks of Faiq Hassan, whom he had been graduated in the Beaux-Arts in Paris in 1938. And this had been found with a collector in Germany, and we acquired it and sent it to Baghdad. Now it's in Baghdad. Impressive. These are two artworks of Jamil Hamoudi, whom he studied the art in Paris in the end of 40s, beginning of 50s. Jamil Hamoudi and Madiha Omar, both of them, so many critics, they point them as if they are the first creators whom they introduced Hurufiyya and tried to abstract the Arabic letter on the surface of the painting. Of course, this is Shakir Hassan al-Sa'id. On the left side, this artworks from the Parisian phase, where Shakir, he studied in Paris in Académie Julian, as well as he got some lectures and training with some studios in the Beaux-Arts. And on the right side, this artworks from the 90s, where he departed his figurative stage toward the what we call it, inspiring the Sufi and inspiring the abstract based on the Islamic vision to the art, and trying to avoid the figurative style. These two artworks, on the right side is a sculpture coming from Ismail Fattah al-Turk, whom he had been graduated as well from Rome. And so many Iraqi critics, they consider Ismail Fattah as if he is the second tier of the sculpture influencer in the Iraqi scene after Jawad Salim. Ismail Fattah, known for a very huge monument, maybe one of the biggest in Middle East, what we call it the Martyr monument in Iraq. Jawad also, he is well known with the Freedom Monument, as you are aware. On the left side, this artworks to Lorna Salim, the wife of Jawad Salim. She is English. They got married in the beginning of 50s when they were studying art in Slade School in London. She came to Iraq. She had been influenced by the Iraqi style and the Jawadi style, I would say, with a stage, what we call it in Iraqi art, Baghdadiyat, whom it have been inspired originally from the Iraqi school of art by Al-Wasiti. Dia Azawi, on the right side, this is a very early, very early painting, maybe one of the rare and very earliest painting where Dia transferred and built his own style after he
was, I would say, transfer himself from the influence of Hafid Durubi and Faiq Hassan. This had been created by him when he was 23 years old, when he was still at the end stages of the Institute of Fine Arts in Baghdad in the early 60s. On the left side, this is the inspiration of Dia. As maybe some of you knew that Dia, he had been graduated from the antiquities study in Baghdad. So he had been influenced with so many Mesopotamian legends. So this is the descent of Ishtar goddess. But you see the influence of Hafid Durubi and the bright colors with the geometric distribution on the surface of the canvas. Thank you very much for those comments. It's just a glimpse, but I would like to invite you to navigate through the collection because it's absolutely amazing, the quality and the quantity and the rigor of your website. So it will be a great pleasure to discuss you. Now I would like to invite an artist, and a very well-known artist in France. So I'm calling Mohamed Omran, who will come and join us. Mohamed. Alors Mohamed, donc je vous présente rapidement l'artiste qui pourra aussi vous présenter son œuvre. Donc il est né en 1979 à Damas en Syrie, mais Mohamed vit maintenant à Paris. Il est diplômé de la faculté des Beaux-Arts de Damas en section sculpture en 2002, puis il va commencer une carrière de sculpteur et son travail sera immédiatement remarqué sur la scène syrienne. Il va également avoir une production de dessins extrêmement importante. Il continue d'ailleurs à être illustrateur pour de nombreux journaux, notamment Le Monde par exemple. Et à 26 ans, il enseigne les beaux-arts, ce qui est très tôt au département sculpture. 2 ans plus tard, en 2007, il décide de poursuivre ses études d'histoire en France. Et là, il va obtenir en 2009 un mémoire de master à l'université Lumière de Lyon 2. Et enfin, il va démarrer toute une thèse et tout un travail sur l'image du corps souffrant. En fait, l'activité de Mohamed n'est pas simplement plastique, elle est aussi critique, puisqu'il écrit pour différents journaux du monde arabe. Et enfin, maintenant, il est établi à Ivry-sur-Seine et malheureusement ne veut plus revenir dans son pays natal. Il nous en parlera. Je vais demander à Mohamed de pouvoir vous expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles un artiste, un important artiste, décide aussi de s'investir et grâce à des fondations privées pour pouvoir justement soutenir l'art de son pays, les artistes de son pays, autrement quand l'État, le régime fait gravement défaut. Merci beaucoup. Mohamed. À vous la parole. Bon, merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. Là, aujourd'hui, je vais parler de plusieurs initiatives que je trouve très, très importantes. Il me semble d'abord que on ne peut pas parler de la scène artistique en Syrie parce que c'est très, très, très complexe aujourd'hui. Mais je trouve que les artistes qui restent là-bas, ils continuent à résister. Et je trouve que ça, c'est bien. Ils continuent à crier, malgré la situation précaire. Mais là, aujourd'hui, je vais parler de l'initiative de Fondation Atassi. Fondation Atassi...
Je vais juste me permettre. Donc, voilà des exemples de l'art de Mohamed que nous avons aussi dans la collection du musée de l'Institut du monde arabe, mais qui est également représenté dans des très grandes collections internationales, tant du point de vue des sculptures que du point de vue des peintures. Donc, c'est quand même important de souligner le talent de l'artiste. Mais voilà pourquoi Mohamed voulait aussi intervenir de manière très généreuse sur une autre initiative qu'il a menée avec la Fondation Atassim. Alors, qu'est-ce que c'est la Fondation Atassim ? D'abord, je trouve que c'est très important de parler de cette initiative parce que là, mon travail, on peut vraiment trouver sur Internet et chercher. Mais là, aujourd'hui, je trouve que c'est important. Et pourquoi Fondation Atassim ? Parce que là, c'est bon comme ça. Ouais. Parce que d'abord, il faut juste faire une petite. Je présente un peu la galerie Atassim, qui est fondée par Madame Mouna Atassim. Je crois en 1993 à Damas. Et elle continue à exposer, bien sûr. Elle a cessé ses activités culturelles au début de la révolution qui est devenue une guerre atroce en Syrie. Et qui a déménagé à Dubaï et fondé Fondation Atassim. Et aujourd'hui, elle s'occupe principalement de tout ce qui est documentation de l'art et tout ce qui est héritage culturel. Et pour ça, elle a travaillé, elle a commencé à faire un projet très important ici qui s'appelle Massa, Modern Art Syria Archive. Et ce projet, c'est dirigé par sa fille, Shirin Atassim, en collaboration avec l'artiste et chercheuse Noura Salieh. Et là, maintenant, il y a, je crois, 2 archives qui sont publiées sur leur site. Le premier archive, c'est l'archive d'artiste qui s'appelle Mahmoud Hamad. C'est un des artistes les plus connus, les plus importants. Et c'est très important parce qu'elle a joué un rôle majeur dans la progression au développement de la renseignement en Syrie. Et on le doit aussi la création de la nouvelle école de Beaux-Arts à Damas. Et deuxième archive, c'est l'archive privée de la galerie. Et là, elles sont en train de travailler sur l'archive de l'artiste Lias Zayat et l'artiste Layla Anser qui nous a quittés le mois dernier. Et en parallèle, bien sûr que sur leur site, vous pouvez trouver ici, parce qu'ils ont aussi le journal, donc c'est un journal numérique et où on peut trouver des dizaines des articles et des recherches spécialisées de l'art plastique en Syrie. Quoi d'autre ? Peut-être qu'on pourra montrer un petit peu plus tard la série documentaire que vous avez initiée. Oui, je veux parler, bien sûr. Et ça, on la présentera après, un peu plus tard, puisque c'est une vidéo. D'accord. Et vraiment, ça vaut la peine de comprendre quel est cet engagement, vraiment pour faire rayonner l'art syrien, y compris en Syrie, grâce à ces plateformes documentaires pédagogiques. Il y a aussi une autre entité avec qui vous travaillez, je voulais aussi que vous puissiez expliquer ce que parce que ce n'est pas forcément connu ici à Paris. Pour autant, leur action est très importante. Jahat, c'est une fondation culturelle basée à Beyrouth, créée par nombreux jeunes chercheurs et là maintenant dirigée par M. Abdallah Al-Kafri. L'idée, c'était commencé avant la guerre, la révolution, mais pareil, lui, il est déménagé à Beyrouth. Eux, ils subventionnent, ou peut-être ils soutiennent vraiment les projets artistiques. Ils essayent vraiment de trouver les subventions, notamment ils cherchent les subventions de l'Union européenne pour aider les jeunes artistes, pour
comment dirais-je aussi, pas que le projet artistique ici, il y a aussi des recherches. Donc, il y a pas mal de recherches autour de la Syrie et notamment là, le changement radical qui est après 2011. Et il organise aussi des plateformes, enfin des conférences, des tables rondes autour de la Syrie. Et là, cette année ou l'année dernière, ils ont élargi un peu leur travail. Et ils commencent ici à comprendre ici des artistes arabes, notamment libanais et palestiniens. Et voilà. Je veux parler aussi de l'initiative Porte ouverte sur l'art. Très bonne, importante initiative qui s'est tenue ici. Donc, racontez-nous. Oui. Donc, cette initiative, c'est une association qui est fondée, si je me souviens, en 2017. Et qui a en fait, dès le début, cherché à créer un lien entre les artistes qui ont, entre guillemets, exilés ou dans une situation d'exil et le public français, et notamment les spécialisés, c'est-à-dire les collectionneurs et les commissaires d'art et tout ça. Et ils ont organisé plusieurs projets, dont des visites des ateliers, des expositions collectives, et dont l'exposition en 2019 qui s'appelle « Où est la maison de mon ami ?» au Centre culturel contemporain à Malakoff, qui, à mon avis, c'était la meilleure exposition qui présente de l'art syrien en diaspora. Et qui continue bien sûr leur activité. Ils ont commencé avec un groupe des artistes syriens, mais là, en fait, ça devient vraiment plus large et aujourd'hui, il contient des artistes de toutes les régions. Il y a des artistes afghans, des artistes de Maghreb, de partout, en fait. Et je finis aussi de parler de peut-être les galeries qui soutiennent aussi les artistes syriens. Il y a une galerie qui s'appelle Europia à Paris et qui expose notamment des artistes syriens de façon régulière en fait. Et puis ici la galerie Claude Lemont. Enfin, Claude Lemont, je savais que vous savez très bien, Monsieur Lemont, qui a fait beaucoup des expositions en collaboration avec l'Institut du monde arabe et qui est aussi qui continue à exposer dans son espace dans le 14e arrondissement. Et parmi les artistes dans cette galerie, il y a 11 artistes syriens qui travaillent avec lui. Voilà, donc effectivement, en discutant, donc, je tenais et nous tenions donc aussi à mentionner donc l'activité aussi à Paris donc de Claude Lemont qui connaît donc tous les acteurs et les artistes donc et qui donc permet aussi de soutenir par des ventes au profit des artistes ou par d'autres actions donc cette volonté de résistance donc pour vous aider pour voilà. Et merci beaucoup pour ce témoignage, mais vous allez revenir avec votre ordinateur parce qu'il faut absolument que l'on voit le documentaire. On peut peut-être s'il y a des... Alors si on peut ici, peut-être qu'en fait oui, on va peut-être passer avec Marion et ensuite on va revenir et comme ça on aura la... Mais restez ici, restez avec nous. Okay. Et maintenant, je vais appeler donc Marion Svitine, que j'ai le bonheur de connaître, puisqu'en fait, il se trouve que nous travaillons ensemble sur une exposition Ce que la Palestine apporte au monde, qui est en ce moment à l'Institut du monde arabe, à l'affiche jusqu'au 19 novembre. Et franchement, ce n'est pas moi qui choisis donc, les panélistes, alors j'ai été ravie de cette initiative et de retrouver Marion. Alors, qui est Marion ? Marion, c'est une anthropologue, c'est une chercheuse postdoctorale. Donc Marion, échange d'ordinateur.
Marion en fait travaille donc avec le MUSEM à Marseille, donc aussi avec l'école pratique des hautes études. Donc elle enseigne à Sciences Po et surtout donc Marion travaille énormément avec et pour donc les artistes et la cause palestinienne qu'elle connaît bien pour y aller régulièrement. Et elle va nous présenter donc la résistance du côté de la Palestine. À toi, Marion. Oui, et puis il faut juste nous mettre qui sont là. Voilà. Hop. On est meilleur pour vous parler d'art que pour faire de la technologie. Je l'avoue. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie, pour cette introduction et merci infiniment à Laure d'Hauteville et à Salah Barakat aussi d'avoir pensé à moi et aussi d'avoir surtout pensé à la Palestine pour compléter, disons, cette cartographie culturelle de la scène artistique du Moyen-Orient. Je suis donc, d'un point de vue d'une chercheuse, je le dis, donc je n'ai aucun intérêt, disons, économique, mais en même temps, ce n'est pas du tout votre seule mission, mais je préfère juste le dire, je n'ai pas de galerie, je n'ai pas de fondation, je suis très impressionnée et admiratif de tout votre travail. Mais du coup, moi, je suis une chercheuse, une anthropologue qui a fait donc sa thèse sur l'art contemporain des territoires palestiniens occupés, donc particulièrement à Gaza, Jérusalem et Ramallah, où j'ai vécu pendant plusieurs années. Et donc, j'ai suivi la trajectoire des artistes plasticiens de la nouvelle génération pour comprendre un petit peu leur nouvelle forme d'engagement artistique et politique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'art contemporain au pluriel, dans un contexte donc un peu particulier, qui est celui d'une occupation coloniale, d'une absence étatique et d'un contexte de fragmentation territoriale extrêmement fort. Alors je parle de l'art en Palestine et de l'art de Palestine pour inclure à la fois des artistes qui travaillent dans la Palestine historique, mais également des artistes qui travaillent dans la diaspora et qui ont un lien très fort avec la scène artistique locale. Alors pour commencer, j'aimerais bien vous... Alors déjà on est aux 30 ans, mais ça on va y revenir à la fin. Donc je voudrais commencer par une idée reçue qui est assez bien établie lorsqu'on pense à l'art palestinien, qui est qu'il serait un des arts les plus politisés au monde. Ce n'est pas qu'une idée reçue, bien sûr. Et je cite donc Bachir Mahoul, qui est un... Mahoul, il y a une petite erreur, hein, c'est un L et pas un R à la fin, qui est donc une des références sur l'art palestinien, et qui dit que les Palestiniens ont été réduits à une question politique mondiale. Et peu importe ce qu'ils sont par ailleurs, ils sont certainement l'un des peuples les plus politisés au monde. Il semble souvent absurde de parler d'art politique avec les artistes palestiniens. Il s'agit d'un contexte où peindre un cactus peut être lu comme un traité nationaliste et où assembler une certaine combinaison de couleurs pouvait autrefois vous conduire à la prison. Donc pour comprendre la dernière phrase, il faut savoir que le cactus, donc sabar en arabe, a une teneur politique très forte dans le contexte palestinien, puisqu'il est, comme vous le savez certainement, un des symboles de la résilience palestinienne, le soumoud, qu'on peut traduire mal par ténacité ou persévérance. Persévérance à l'adversité, disons. Par ailleurs, pour comprendre la seconde partie de la phrase, il faut savoir que de 1967 à 1993, réunir les 4 couleurs du drapeau palestinien était interdit par un décret israélien. Et donc là, nous avons une image de Fatri Raben, qui est un artiste de Gaza pionnier et sous-exploré, qui a été emprisonné
pour avoir réalisé cette toile qui réunissait donc dans un même tableau le vert, le blanc, le rouge et le noir, donc du drapeau palestinien. Et c'est ainsi que la pastèque est portée en signe de protestation à cette loi et est devenue aussi un symbole de la résistance palestinienne pour les artistes palestiniens, mais également arabes. Donc, comment concrètement l'art palestinien de Palestine est un outil de résistance puissant dans un contexte d'occupation, et de quelle résistance cet art est-il le nom? Donc, je vais commencer rapidement. Mon premier point, c'est sur le champ artistique. Alors, c'est vraiment très très rapide et c'est évidemment complètement pas du tout exhaustif, mais c'était quand même important de placer, disons, le contexte. Donc les territoires palestiniens qui comprennent donc la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza, qui est sous embargo depuis 2007, sont donc évidemment largement fragmentés par cette politique de colonisation israélienne et le système de zonage des territoires palestiniens, qui sont un peu le fruit, disons, des accords d'Oslo dans les années 90, et qui mène à cet archipel de Palestine orientale. Alors là, c'est comme le montre donc cette carte qui a été produite en 2009, qui garde son actualité, mais qui est encore plus fragmentée qu'aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2009. C'est une carte qui est parue dans le Monde diplomatique et où toutes les zones de Cisjordanie sous contrôle d'Israël a été transformée en mer. Et donc, ce qui reste des territoires palestiniens est en vert. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez imaginer que le vert s'est réduit par rapport à cette carte imaginaire. Donc, avec les accords d'Oslo à partir de 1993, le processus dit de paix et la supposée construction étatique, la Palestine va voir l'arrivée de très croissant de fonds étrangers. Et donc, ainsi, dans les années 90, on va voir le développement très important d'infrastructures culturelles à l'intérieur des territoires palestiniens occupés. Et c'est à ce moment-là que Ramallah, qui concentre le siège du gouvernement, va devenir une sorte de capitale culturelle de facto, disons, du proto-État de Palestine, au détriment de Jérusalem, qui est annexée. Donc, ce sont des structures indépendantes des pouvoirs publics, indépendantes de l'Organisation de libération de la Palestine, alors, les pouvoirs publics vont se désinvestir à ce moment-là, dans les années 90, du champ culturel. Et aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais en tout cas en 2013, juste à titre d'exemple, et Saleh Barakat en parlait également pour le Liban, le budget pour la culture de l'autorité palestinienne est de 0,003% du budget global de l'autorité. Ça vous donne une idée de l'investissement, plutôt du désinvestissement public sur le champ culturel. Du coup, ce vide va laisser la place à de nouveaux acteurs dans le financement de la culture. Et aujourd'hui, on va avoir des acteurs associatifs avec des ONG de la société civile, ça fait aussi écho à ce qu'on vient de voir, des acteurs internationaux, avec donc des organisations internationales, l'ONU, l'Union européenne, des représentations diplomatiques, des acteurs privés également, alors notamment la fondation, la Welfare, la Khatan que nous voyons ici, qui est, là c'est le nouveau bâtiment à Ramallah, mais qui a été fondé dans les années 90, qui est une sorte d'ersatz du ministère de la Culture, qui finance énormément de projets culturels en Palestine et aussi dans la diaspora. Et également le secteur privé, le secteur bancaire, notamment la Bank of Palestine, qui va être un acteur très important de cet investissement dans la culture, et des fondations, notamment donc voilà, avec le Palestinian Museum qui est donc à Ramallah, à côté qui est à Birzeit en fait, mais à côté de Ramallah en Cisjordanie, et qui a été inauguré donc en 2016, qui est un peu le premier musée d'art contemporain en Palestine. Donc ce secteur privé va participer aussi à l'émergence
d'un marché de l'art local, donc avec des ventes aux enchères, quelques galeries commerciales, donc comme la galerie Zawiye, qui est à Ramallah et qui organise notamment la Ramallah Art Fair tous les ans, qu'on voit en haut à gauche. Et donc, grâce à ces nouveaux acteurs culturels, les artistes vont profiter d'opportunités nouvelles à l'international. Donc un peu la figure emblématique de cette internationalisation, qui, elle, n'a pas vécu en territoire palestinien, mais en tout cas, c'était un peu pour vous montrer cette internationalisation de l'art palestinien avec Mona Hatoum comme emblème de cet art de Palestine. Et donc, ces nouveaux acteurs, cette nouvelle structuration de la scène va permettre d'accroître donc la circulation des artistes, la circulation des œuvres, évidemment une circulation qui reste toute relative, et de gagner donc une reconnaissance internationale, donc à l'image de Émilie Jassir, notamment, il y en a évidemment plein, il fallait bien faire un choix. Donc là, Émilie Jassir en 2009, qui est accueillie en off à la Biennale de Venise pour le premier pavillon palestinien à Venise, et plus récemment Taïsir Batniji qui en 2018 a remporté le prix de la fondation d'entreprise Hermès Aperture pour ses travaux. Donc, toutefois, la scène artistique palestinienne demeure pour la plupart marginalisée, fragmentée et enclavée par la violence de la politique coloniale. Et c'est d'ailleurs souvent à l'étranger que les artistes palestiniens des différents territoires vont pouvoir se rencontrer, notamment dans ce type justement d'événements comme la Ménart, qui réunit notamment Abdelrahman Katanani, qui est représenté par Salah Barakat, qui a rencontré un certain nombre d'artistes de Gaza, de Cisjordanie, grâce à ce type d'événements. Donc c'est aussi pour souligner l'importance de ces manifestations. Et donc cette question des circulations empêchées, de l'enfermement, va être du coup une thématique éminemment majeure dans l'art contemporain palestinien au pluriel. Mais les artistes de la nouvelle génération vont traiter ces questions de manière, disons, plus indirecte, personnelle, intime, et assez, disons, à distance de la rhétorique nationaliste qu'on pouvait avoir avec les pionniers de l'art moderne, et souvent avec beaucoup d'humour, et beaucoup d'humour noir. Donc c'est le cas, donc, je parlais de Taïsir Batniji, qui est originaire, lui, de Gaza, qui vit actuellement à Paris, dans son... C'est la fondation, pas Louise, c'est la fondation Louis Vuitton. Vous m'excuserez de la confusion, de l'erreur, qui donc a fait donc notamment, il a une œuvre prolifique, mais je voulais parler de cette œuvre GH0809, qui est donc l'abréviation de Gaza Houses 2008-2009, qui fait référence donc à la guerre et à l'opération militaire israélienne contre Gaza en 2008-2009, et qui fait appel donc à une esthétique standardisée, évidemment, des annonces immobilières, et il la détourne pour parler des ravages de cette offensive militaire qui a provoqué la mort de 1300 Palestiniens. Et en fait, le choc et disons le détournement se trouve au bas de l'œuvre, où au bas de chaque cliché, un commentaire détaillé va décrire l'habitation avant sa destruction, avec le nombre de personnes qui y habitaient pour leur rendre un dernier hommage. Autre exemple de cet art de la résistance revisité, avec une artiste de la nouvelle génération, Safa Khatib, qui est originaire de Galilée et qui aujourd'hui habite entre Florence et son village d'origine Cana. Une œuvre qui est... alors la première œuvre que je vous ai montrée est exposée actuellement dans l'exposition que Nathalie a mentionnée, celle-ci également. Et donc cette œuvre qui s'appelle La révolte des tresses va dénoncer d'une manière subtile les conditions de la vie carcérale des Palestiniens et des Palestiniennes en Israël, expérience carcérale qui
40% des Palestiniens depuis 1947. Il faut savoir qu'en 2021, on comptait 4500 prisonniers politiques palestiniens. Et ici, dans cette œuvre, Safarati va travailler avec des prisonnières politiques palestiniennes mineures qui ont entendu un jour, à l'intérieur de la prison, sur une radio locale palestinienne, une annonce appelant à faire des dons de cheveux pour des patientes, des patientes palestiniennes atteintes de cancer. Et en signe de solidarité, ces jeunes femmes décident de couper leurs tresses et les font passer clandestinement à l'extérieur de la prison. Et donc, en photographiant et en scannant ces tresses, l'artiste Safa Al-Khatib recrée métaphoriquement ce geste de solidarité et de résistance. Et un autre trait, disons, majeur de l'art contemporain de Palestine va être aussi le fait de revisiter les symboles du nationalisme, voire même de les déconstruire. Alors par exemple, le symbole, la représentation de la femme, qui est, disons, un des symboles majeurs du nationalisme palestinien, de la terre fertile de Palestine chez les pionniers de l'art moderne. Donc là, on le voit ici avec un des peintres donc, les plus connus de Palestine et des plus cotés, Sleiman Mansour. Et ces nombreuses peintures donc, de femmes vêtues de thob, donc de cette robe traditionnelle palestinienne, et cette représentation assez disons codifiée va être réinterprétée par la nouvelle génération d'artistes, comme on le voit dans un des exemples ici à droite, avec Amer Shomali, qui est un artiste qui vit actuellement à Ramallah et qui va pasticher la toile de Sleiman Mansour en remplaçant les oranges qu'on voit à gauche, les oranges de Jaffa, par des bouteilles de jus d'orange Tapuzina. Il faut savoir que le jus d'orange Tapuzina est un des symboles de la colonisation israélienne, puisque les entreprises de cette compagnie sont basées dans les colonies en territoire palestinien occupé. Un autre exemple avec cette revisitation des symboles du nationalisme palestinien, avec l'artiste Majd Abdelhamid, que j'ai rencontré à Ramallah, mais qui habite actuellement à Beyrouth, pour voir aussi, je tiens à préciser où ils habitent pour vraiment souligner cet éclatement de la scène artistique. Et donc là, nous avons son œuvre Pacifier, dans laquelle l'artiste va dupliquer la même clé. Donc la clé, dans le contexte palestinien, c'est évidemment le symbole du droit au retour des Palestiniens, qu'il va donc transformer en sucrerie pour enfants, se trouvant donc désacralisée et évidemment signifiant que l'horizon d'un droit au retour est de plus en plus lointain. Et une autre œuvre de ce même artiste qui va bien illustrer ce détournement des symboles du nationalisme palestinien. L'artiste ici va reproduire le dôme du rocher, symbole de Jérusalem, du nationalisme palestinien en général, et il va le réaliser en pilules antidépresseurs, d'où le nom Painkillers. Donc là, c'est aussi une illustration évidente de ce détournement. Dernière chose, j'ai encore 3 minutes. Ok, ça va. Dernière chose, l'activisme des artistes va toujours dénoncer donc, les effets de l'occupation, mais pas que. Et ça, c'est ce qui est assez spécifique dans la nouvelle génération, c'est qu'il va être aussi formulé contre les pouvoirs palestiniens en place et contre les travers de la société palestinienne, la corruption de l'autorité palestinienne et les responsables politiques qui sont considérés comme des complices de l'occupation. Donc là, nous avons une œuvre qui est un appel, disons, à en finir avec cette période d'Oslo et à la dissolution à droite de l'autorité palestinienne. Mohamed Moussallam, qui est un artiste originaire de Gaza et qui habite actuellement au Canada. Et ce matin, sur Instagram, je lisais une étude de Badil Center qui vient de paraître et qui montre que 93% de la jeunesse palestinienne croit que le processus de paix est un échec. Et dernier point de tout ça, c'est que il y a également la résistance artistique va passer également par la revendication à un droit à la fiction,
voir à la science-fiction comme un acte politique d'engagement. C'est donc l'œuvre, disons, emblématique de Larissa Sansur, fameuse artiste née à Jérusalem qui vit actuellement à Londres. Dans Space Exodus, qui est donc une vidéo, elle fait allusion de manière parodique donc, au film de Stanley Kubrick, Space Odyssey, et se met en scène elle-même en astronaute pour planter le premier drapeau palestinien sur la Lune. Et qui montre donc de façon aussi éloquente comment voilà, la cause palestinienne devient aussi une cause globale. Beaucoup d'artistes aussi de cette nouvelle génération vont mobiliser, disons, ces représentations anticipatoires pour proposer un autre regard et sortir du statu quo ambiant. On le voit ici avec l'artiste Khaled Jarrar qui va imaginer un État palestinien en concevant un tampon État de Palestine qu'il va apposer de manière réelle, concrète, sur les passeports, tant des Palestiniens que des internationaux qui sont de passage en Palestine et qui le souhaitent. Alors, la plupart des participants à ce projet performatif vont se faire refouler à la frontière, comme on le voit en bas à gauche, et donc là, en l'occurrence, c'est des passeports israéliens, donc c'est des activistes israéliens pour la cause palestinienne qui montrent du coup ainsi leur solidarité avec la cause palestinienne. Dernier exemple de ces utopies artistiques pour questionner donc, le présent et dessiner les contours d'un futur meilleur avec l'œuvre de Mohamed Aboussal, un artiste qui vit actuellement à Gaza, qui va partir du constat humoristique que les Gazaouis ont une certaine expérience pour creuser des tunnels et qui va du coup inventer une ligne de métro qui relierait le nord et le sud de Gaza, ainsi qu'une ligne de RER qui relierait les différents territoires palestiniens occupés et donc dépassant virtuellement la fragmentation territoriale. Et proposant une solution fictionnelle et espérons concrète dans un avenir proche à l'état désastreux des transports publics à Gaza. Et pour finir, je voulais vous donner un exemple frappant et récent, tout récent, de ces utopies comme acte de résistance avec le projet du collectif Hawaf, le projet du musée des nuages, Sahab, un musée virtuel de Gaza et à Gaza, qui est un projet fondé en 2021 par quatre artistes, des Français et 3 Palestiniens, dont le but est de présenter des collections fabriquées par la communauté de Palestiniens pour préserver le patrimoine historique et artistique de Gaza. Ce musée est fondé sur les technologies de réalité virtuelle et l'espace numérique pour justement être accessible à tous et pouvoir, disons, dépasser l'isolement et la marginalisation dans laquelle Gaza se trouve, Gaza qui n'a pas de musée à l'heure actuelle. Et l'idée de ce musée virtuel est basée sur la communauté et qu'il y ait un pendant physique à l'avenir. Et juste pour finir, vraiment, pour le coup, à l'heure où on célèbre les 30 ans de la signature des accords d'Oslo, tous ces artistes nous offrent, disons, des regards alternatifs, décalés sur la Palestine, qui tentent de défier les images souvent biaisées qu'on peut avoir des médias, qui nous arrivent des médias dominants, et qui a tendance à lire la Palestine seulement par le prisme de l'urgence et de la triste actualité. Et chacun à leur manière, ces artistes se réapproprient par l'art leur image et leur propre récit, et ils vont tenter de lutter contre l'effacement de leur terre et réinventer de nouvelles manières de voir, de dire et de représenter la Palestine. Et c'est cette créativité de la résistance qui est en partie ce que la Palestine apporte au monde, pour reprendre le titre de l'exposition actuellement à l'Institut du monde arabe. Merci beaucoup de votre attention. Merci Marion. Nous avons donc une vraie conférence sur l'art palestinien. Pour rebondir sur cet art, est-ce que quand on est artiste,
on ne peut que se définir par la résistance. On en parlait ce matin, donc artistes palestiniens, artistes syriens, donc artistes de tant de pays. Le fait d'être catalogué, peut-être d'avoir une identité cadenassée donc, dans cette vision. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'en extraire? Parce que résister, c'est créer avant tout, et c'est avoir la liberté de créer, et pas simplement donc, de créer suivant des stéréotypes, suivant des biais auxquels on doit répondre. Comment est-ce que vous vivez ça, Mohamed? J'approche un peu. Vous avez raison, Nathalie, parce que là, depuis la 2011, en fait, toute l'exposition dédiée à la Syrie, ils invitent les Syriens en tant qu'artistes syriens, pas que artistes. Et je trouve que ça, avec le temps, ça me rend un peu triste parce qu'on ne peut pas rester fermé dans cette case. Ça veut dire que oui, je sais très bien qu'il y a une tragédie qui continue toujours, que la situation se dégrade en plus de plus, mais quand même je suis ici, je travaille ici, là ma fille commence à grandir ici, vous voyez, donc je ne peux pas juste me présenter en tant qu'artiste syrien, et aujourd'hui je refuse cette définition, c'est-à-dire oui, je suis fier de mes origines, bien sûr, et je continue peut-être à dessiner cette tragédie à ma façon, mais quand même, il ne faut pas tomber dans ce piège et continuer à... Là, par exemple, quand je vois le travail présenté avec Marion, je trouve, par exemple, le travail de Taysir Batniji, il y a un travail très, très magnifique. Comment il peut vraiment faire des œuvres d'art sans tomber dans les clichés, d'être victime tout le temps, de se moquer de ce tragédie entre guillemets. Presque une double peine. Une double peine, exactement. Donc voilà, j'essaie avec mes amis ici, on essaie de continuer à créer, à travailler, comme tous les artistes, c'est pas que les... Ouais. À l'époque, effectivement, de l'art global que l'on célèbre tant pour l'art africain et pour d'autres pays, donc effectivement, donc ça serait aussi une erreur donc de réduire, d'essentialiser donc cet art arabe qui parle au monde, qui véritablement donc dépasse donc les enfermements identitaires et nationaux. Et je crois que dans cette résistance, il y a aussi donc le fait de s'affirmer comme artiste tout simplement. Oui. D'accord. Oui. C'est bien. Pas quoi, mais ça serait bien d'ailleurs de montrer, d'aller chercher votre ordinateur pour montrer ce. Oui, petit après je ne sais pas si on a vraiment le temps de. On va essayer je de peux le faire ça directement ici ou non? Oui, ouais. Très bien. Juste pour s'il y a un accès à Internet. Et je voulais poser aussi une question, donc I will ask it in English, donc doctor, because you told me about the incredible description and vandalism after 2003, and especially in the Museum of Modern and Contemporary Art in Baghdad, in different institutions made by the U.S. Army soldiers. You told me, and I was shocked, that they say, well, don't take everything you want. It's really free for all. And then there was the Daesh, ISIS prison, so years and years and decades. I was yesterday, I was in Doha for a congress about art trafficking, and everything was about archaeology. Everything was about archaeology and pre-Islamic art. So there is not really not so much interest about modern and contemporary art, which has looted in your country, in Iraq. So I was impressed by the way how you want to document each work you acquire. So tell me about this unbalanced consideration with archaeology and modern and contemporary art, and how we can improve and enhance this interest.
In Iraq, the situation is a bit complicated because the country have been involved in sequence of conflicts and wars since more than 50 years. If we remember that the war against Iran started at 1980, and before that there were some movements against Kurdish in the north of Iraq, so the Iraqi military forces was involved in this, and all the resources of the country have been directed to the military forces. And even the investments have been done during the 80s and 90s somehow, have been directed to propaganda, to support the art for the service of the regime and the service of the military targets, I would say. I didn't see any real interest from the state or public entities in developing the modern art. After 2003, the interest have been emerged to support the antiquities and the archaeology objects of the Mesopotamia because of the looting and the vandalized museums. The museum had been vandalized and sabotaged because of the mismanagement of the American troops. You know, the soldiers, they were in a military situation. They are in war, and they are in foreign country. They are occupying. For the soldier, this object doesn't mean anything. The painting, it doesn't mean anything. They entered Baghdad, and Baghdad is a big museum. In each corner in Baghdad, you would find a mosque, you would find a place for Sufism, you would find artifacts, antiquity, the houses, everything, every street, every corner in Baghdad is something. The tanks in Babylon, for example, they were installed and stopped on the wall of the old ancient Babylon. There were so many things happened in this way because there were wrong instructions or there were no instructions that we are in Iraq and Iraq is Mesopotamia and the cradle of civilization. When your tanks move on this land, the objects come because sometimes on the surface you would find the objects in some ancient cities in the Middle Euphrates. So there were no clear instructions, and because of this management, so many things have been destroyed, so many things have been looted, and most of the looting had been done by the local. Frankly speaking, it's not, there were some, of course, cases have been reported. There were some soldiers, they stole and looted some objects, but it was not general. The mismanagement reflected on the soldiers and the instructions, and this is what had been done. Then the country itself got involved in the civil war because of the sectarian divisions happened. The Americans, they mismanaged everything. They were not a proper occupier. So, of course, the priorities have been changed. People, they are fighting each other. And the streets of Baghdad and the other Iraqi cities was flooded by blood of the Iraqis. And the infrastructure already destroyed. The healthcare sector, the electricity, the power stations, the bridges have been destroyed earlier in 1991 during the first Gulf War, and the destroying had been completed in 2003 because American indeed occupied Iraq twice. First at 1991 when they arrived to Karbala in the desert, but they didn't enter the cities, and then they withdrew.
But in 2003, they entered the city, and they have had 550,000 soldiers installed in Iraq for years. So this was the situation. When the government came, they were suffering from incompetence. The new bureaucratic regime and system have been introduced to the country. Those people, most of them, they were expatriates. They were not managing anything, even a small school or even a small business outside. They were just resistance and rebellion, and they were against the previous regime, so they have no experience. And the American, they introduced the democracy. Democracy means the votes are equal, and vast majority of Iraqis, they didn't have a chance to get a proper education because of the wars, because most of the recruitments of the previous regime had been directed to wars. So many people, I would say hundreds of thousands of young Iraqis, they didn't have the chance to get a proper education. Having no education, how you can appreciate knowledge or culture? So it's a very good point. It's all about education and documentation. C'est un point important. Merci infiniment, docteur, parce que cette nécessité de documenter, d'informer grâce à des catalogues raisonnés de Shuker, donc tout le travail de publication qui se fait, donc ce soit donc par la Galerie Barakat, donc le travail que vous faites donc dans votre collection qui est tout à fait remarquable, d'authentification aussi, de pouvoir donc s'assurer des sources, parce que donc si les œuvres ne sont pas connues, donc on ne peut pas donc les réclamer, on ne peut plus les voir. Je dirais aussi que c'est aussi cet effort pédagogique que la Fondation Atassi donc a mis en place pour que l'on puisse montrer, donc faire prendre conscience de l'importance de ce patrimoine et de ces artistes. Et c'est la raison pour laquelle donc je voulais terminer avec donc le projet que Mohamed donc a lancé avec la Fondation Atassi. Donc grâce au miracle d'Internet, donc il peut rejoindre tout le monde, y compris donc vous ici. Oui, comme vous dites, en fait, c'est le fruit d'une collaboration entre Tijahat, Fondation Tijahat à Beyrouth et Fondation Atassi à Dubaï, et moi aussi. Donc il s'agit d'une série numérique, de contenu numérique qui se compose de 10 épisodes. Et chaque épisode aborde un sujet de l'art syrien moderne. Donc il y a parmi les sujets, par exemple, il y a la nature morte dans l'art plastique syrien, il y a la sculpture, il y a l'engagement politique et l'artiste syrien, il y a le portrait dans l'art syrien moderne. Donc voilà, il y a vraiment plein de thèmes. Chaque épisode dure entre 15 et 20 minutes. Et dès le début, quand on a commencé à préparer de ce projet, on était tous d'accord de faire vraiment un contenu qui est accessible, pas vraiment très compliqué. Et le public qu'on a cherché, vraiment, c'est le jeune. Et surtout le jeune artiste ou le jeune, en général, qui sont toujours en Syrie, qui vivent vraiment, cette génération qui vit une situation très précaire, qui n'ont pas forcément un accès sur la culture.